bouleversante qui les a marquées à tout jamais. Elles ont donc décidé de se confesser, parfois sans tabou ni pudeur, en racontant leur histoire dans un livre. Est-ce qu'il est si facile que cela de se livrer sans retenue? Qu'est-ce que ça apporte de se dévoiler comme ça au grand public? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos 5 invités. Tout d'abord, Fiona Gélin, elle va nous raconter comment, malgré une enfance dorée, un père célèbre et des débuts prometteurs au cinéma, elle a sombré dans la drogue et connu les hôpitaux psychiatriques. Elle va donc nous expliquer son long combat pour sortir de cet enfer. Je vous propose d'accueillir Fiona Gélin. Bonjour Fiona, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet enfer dont vous êtes sortie aujourd'hui. Quel est le moment le plus intime et le plus difficile que vous avez eu à écrire et à révéler dans ce livre? L'hôpital psychiatrique. Alors vous allez nous raconter dans quelques instants cet enfer des hôpitaux psychiatriques que vous partagez d'ailleurs avec une autre de nos invités. Mais je propose d'accueillir maintenant Saskia Mulder. C'est la sœur de Karen Mulder. Elle est ancienne mannequin elle aussi, elle est comédienne aujourd'hui et elle a longtemps fait partie de la jet set. Elle a écrit un livre et elle nous dévoilera dans quelques instants les dessous de ce monde qui n'est peut-être pas aussi brillant qu'on le croit. Je vous propose d'accueillir Saskia Mulder. Bonjour Saskia, merci d'être avec nous vous aussi. Pour vous, le moment le plus dur à dévoiler, le plus intime sur ce monde de la jet set dont vous avez fait partie, c'était lequel? C'est plutôt que, pour moi, le livre, c'est une autofiction. Donc l'histoire de... Autofiction? Voilà, autofiction. C'est-à-dire? En fait, j'ai utilisé ce livre pour vraiment me moquer de moi. Et donc le moment pour lequel vous vous moquez le plus de vous, c'est lequel? Le plus gênant, oui, avec les mecs, je crois. Avec les mecs? Oui, bon, avec plusieurs, surtout. Bon, quand je sortais avec les mecs, après 3 mois, c'était catastrophique. C'était un peu comme avec le lait, la date qui dit que ça ne va plus. Alors, vous allez nous raconter dans quelques instants pourquoi ces expériences de jet-setteuse et notamment votre vie amoureuse à l'intérieur de cette jet-set n'était pas si terrible que ça. Je vous propose maintenant d'accueillir aussi Catherine Cusset. Elle va nous raconter, elle, comment sa radinerie maladive a empoisonné et continue peut-être encore d'empoisonner sa vie aujourd'hui au quotidien. Et puis celle des autres, bien sûr. Voici Catherine Cusset. Catherine Cusset, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous, c'est pas banal. Vous racontez que vous êtes une radine compulsive, si on peut dire. Quel est le moment le plus intime et le plus difficile que vous avez été amené à raconter dans ce livre? Je raconte une scène à un moment quand j'ai déjà 30 ans, donc quand je suis grande. Professeure, même romancière, écrivain. J'ai déjà écrit un roman à l'époque, mariée, je vis à New York et je vais dans une librairie acheter toutes sortes de livres avant de retourner aux États-Unis. Et puis au moment de partir, je vois un autre livre que j'ai envie d'acheter et je repère à ce moment-là le livre d'un auteur que j'aime beaucoup et je trouve les livres chers parce qu'ils sont dans une maison, ils sont publiés dans une petite collection. Il n'y a pas beaucoup de textes et je voudrais acheter les 3 et je me dis quand même c'est cher et si j'en volais un et que j'achetais les 2 autres, ça serait plus équitable. C'est ce que le radin calcule, donc le rapport qualité-prix serait plus équitable. Et vous vous êtes fait pincer et vous nous raconterez dans quelques instants comment ça s'est passé après. Si vous avez continué, parce que vous dites aussi je suis voleuse par radinerie, et ça c'est pas rien de le dire dans un livre quand on est un écrivain célèbre comme vous. On va recevoir également Marta Alexandra Balinska. Elle a connu, elle, pendant 15 ans, l'enfer de l'anorexie. Elle va nous expliquer comment elle est revenue à la vie après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises. Je propose de l'accueillir. Voici Marta. Bonjour Marta. Vous dévoilez donc 15 ans d'anorexie, 15 ans d'enfer avec le rapport à la nourriture. Quel était le moment le plus intime qui a été vraiment difficile à révéler pour vous? Pour moi, je crois que je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans et à peine un an plus tard, je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique pour cause d'anorexie. Et j'attendais à ce qu'on m'aide et en fait, on m'a enfermée dans une chambre toute seule, sans thérapie, sans accès au monde extérieur. J'étais enfermée à clé. Et on pouvait m'observer par un vasistas. Je n'avais pas le droit de me laver, je n'avais pas le droit de m'habiller.
et je t'ai livré à moi-même. Et la seule façon de garder raison, c'était de tenir un journal intime. Et alors, je cite des extraits de ce journal intime qui révèle le désespoir d'une jeune fille de 16 ans. Alors, on en discutera dans quelques instants, des moments que vous partagez peut-être aussi avec Fiona Gélin, puisqu'elle a connu aussi les HP, et on en discutera peut-être ensemble. Je vous propose maintenant d'accueillir notre dernière invitée. Il s'agit de Maryse Vaillant. Elle va nous raconter, elle, sa terrible histoire familiale, comment sa mère l'a terrorisée quand elle était enfant, et la haine qu'elle a longtemps éprouvée envers elle. Je vous propose de l'accueillir. Voici Maryse Vaillant. Bonjour Maryse. Les téléspectateurs vous connaissent aussi pour vous avoir vu longtemps dans une émission de télévision. Vous avez donc, vous n'avez pas hésité à dire que vous haïssiez votre maman. Quel a été le moment le plus dur à révéler dans votre livre? C'est autour de sa mort. Quand j'ai compris qu'elle était morte, pour de vrai, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas sortir du tiroir où je l'ai retrouvée à la morgue, quand j'ai compris qu'elle n'allait pas sortir du cercueil, quand j'ai compris qu'elle n'allait pas sortir de sa tombe, que vraiment j'étais persuadée, sûre qu'elle était morte, et que j'ai pu dire « Ouf, c'est un soulagement. Enfin, je vais pouvoir peut-être vivre. » C'est dur à dire que c'est un soulagement? Oh, c'est monstrueux, c'est monstrueux. J'ai mis des années et des années à ne pas me le pardonner. Mais à être toujours convaincue que c'était elle ou moi, il n'y avait pas la place pour toutes les deux. Elle est morte, j'étais en vie et j'étais contente d'être en vie, même si c'était amer et si je me sentais extrêmement coupable de Alors ça. vous nous direz tout à l'heure pourquoi cette mort-là et pas n'importe quelle mort vous a sauvé, vous. Zaskia Mulder, vous êtes donc la sœur de Karen Mulder. Vous publiez même Superwoman a appris à voler chez O Éditions. C'est donc un roman très largement inspiré de votre vie sur la jet set que vous avez fréquentée de très près pendant quelques années, que vous fréquentez peut-être toujours aujourd'hui. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre. Alors tout le monde pense que la jet set c'est super. Ouais. Visiblement, quand on lit votre livre, c'est pas terrible. Hein. Enfin, on tombe d'un peu haut, non? Oui, mais c'est vrai que comme moi-même, j'ai fait un peu de mannequinage, je suis comédienne, donc on se retrouve dans des soirées où ça a l'air super, et on se rend compte que même sur un bateau de 100 mètres de long, on peut s'ennuyer. À mourir. Que, oui, voilà. Chloé, c'est donc le nom de votre héroïne, oui, qui vous ressemble un peu beaucoup. Chloé, elle n'a pas besoin de travailler, elle évolue dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, et finalement, elle finit par s'ennuyer. Alors avant de s'ennuyer et que ça change, il lui arrive plein de choses. Alors vous nous citiez tout à l'heure cette anecdote avec les hommes, puisqu'elle avait un rapport à la vie amoureuse assez spécial. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Bah, c'est plutôt que ça ne se passe pas, ça se passe très mal. C'est-à-dire c'est-à-dire que, parce qu'il y a quelque chose, je pense, et c'est pour ça qu'en fait, que j'ai vraiment envie que le livre, il se passe dans ce milieu où tout a l'air d'être parfait, parce qu'on a tellement par exemple, on a tellement de livres, des filles où il y a des problèmes d'argent, des problèmes de poids, des problèmes de mecs, tout ça. Cette fille, elle a l'air parfaite, donc ce qui est génial, sauf que elle a absolument rien dont elle peut donner la blâme. Elle ne peut pas dire, oui, je ne suis pas heureuse parce qu'il faut que j'aille bosser 12 heures dans une usine. Il faut vraiment qu'elle regarde dans elle-même. Tout va bien, mais rien ne va finalement. Alors voilà, elle a des problèmes, vous citiez le problème de poids. Elle passe son temps à être au régime. Oui. Hein, oui. Il faut qu'elle rentre dans son 36, sinon c'est une catastrophe. Jet set, hein. Vraiment, il y a très peu qui dépassent la 40. Alors pour arriver au 36, c'est du boulot aussi. Ça a l'air tellement facile d'être mince sur les magazines. Ah oui, oui, oui. C'est du boulot. Ah oui, mais ça, je l'ai vécu. Vraiment. Racontez-nous ça un petit peu. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que j'étais mannequin. J'avais 18 ans et je ne veux pas dire que je faisais genre 90, 60, 90, mais je rapprochais pas mal. Parfois, j'arrivais dans le studio pour travailler, il y a comme une petite rumeur, il y a un problème, il y a un problème. Bon, déjà, en général, le problème, j'étais assise dessus. C'était que j'avais les fesses trop grandes pour les vêtements. Ah. C'est-à-dire que si on va faire une promotion pour un pantalon, ça aide si on peut vraiment l'enfiler et que ça ne s'arrête pas au niveau des cuisses. Donc, avec les hommes, racontez-nous un petit peu. Il y a une anecdote avec un monsieur qui vous a fait un beau cadeau. Dites-nous un petit peu à quel moment ça s'est passé, ça. Ah, ça, c'était très drôle. C'était au restaurant, non? Oui, c'était dans un restaurant. Ah, ça, c'était très drôle. Parce que je faisais un petit rôle dans un film The Beach qui était tourné en Thaïlande. Ce beau film avec Leonardo DiCaprio. Voilà.
C'était 3 mois et demi sur la plage, bikini, poisson grillé, génial, vraiment super cool. Je rentre à Londres, il y a un de mes meilleurs potes qui me supplie, s'il te plaît, viens dans ce dîner, ça va être hyper chiant, mais j'ai besoin d'être accompagnée. Donc j'y vais, et il y a carrément super chiant, il y a que des têtes d'entreprise, tout ça. Et il y a un qui renverse un verre de vin rouge, et il y a 2 gouttes qui tombent sur ma robe. Déjà, la robe elle était noire, donc je ne voyais pas, et ça coûtait vraiment rien. Mais le mec, non, il faut absolument qu'on vous achète une nouvelle robe, tout ça. Et moi, je pensais que c'était juste pour avoir mon adresse, donc je dis non. Mais donc, quand même, finalement, le lendemain, il y a 3 énormes boîtes qui arrivent, mais énormes. Bon, je ne vais pas dire des marques, mais la première boîte, c'était marque très bien, une robe sublime, talons, sac à main. Deuxième, robe de jour, talons, sac à main, parfait. Troisième, des CD, des parfums. Il y a même une petite boîte. Et je me dis, il m'a même acheté des bonbons, ce truc de fou. Donc je l'ouvre et c'est des diamants en boucle d'oreille et un collier en diamant. Jolie marque. Voilà, première réaction, c'est la fête, c'est génial. Deuxième réaction, bon, ça frôle la prostitution, faudrait peut-être pas. Donc j'appelle mon pote qui m'a envoyé et mon père envoyé qui m'a amené dans le dîner. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis, s'il te plaît, ne le renvoie pas, il va être super insulté. Donc, moi, je renvoie, merci. Donc, j'appelle le monsieur, tout ça. Est-ce que vous voulez dîner? Non, j'ai pas faim. Finalement, je l'ai jamais revu. Et en fait, il y a eu quelqu'un qui m'a donné une générosité pour moi énorme. Juste. Et ça ne voulait entièrement... Juste pour 2 taches de vin, en fait. Hein. Voilà. Pour lui, c'était comme s'il m'aurait acheté un croissant. Il y a aussi la fois où vous étiez à un dîner accompagné de beaucoup de messieurs, avec des conversations très sérieuses, et vous êtes sorti de votre rôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était terrible. Je venais d'arriver à Paris, et ça franchement, ça m'a vraiment pas plu, parce que... Je venais d'arriver à Paris, je ne connaissais personne. Il y avait quelqu'un qui m'invitait dans une soirée. Moi, première soirée, j'allais, il y avait plein de mecs, bon, des femmes aussi, tout mannequins, toutes vraiment décoratives. Et moi, je ne parlais pas le français, donc je ne disais pas un mot, j'avais super honte. Mais à la fin de la soirée, tous ces messieurs, je dis, merci beaucoup d'avoir été là, vraiment formidable. Le lendemain revient. Donc moi, je trouvais ça d'une générosité formidable, rien du tout compris que c'était vraiment là pour être, pour le fait vraiment de sois belle et tais-toi, que ça marchait. Tout potiche en fait. Voilà. Donc le lendemain, il y avait plein d'Américains, donc je comprenais entièrement ce qu'ils disaient, mais moi à cette époque, je venais juste de sortir de l'université, je faisais l'éco. Et il y avait l'économie. Il y avait les mecs qui parlaient de l'ouverture de l'économie russe vers un marché ouverte. Et moi, c'était le truc, la seule chose qui m'intéressait à l'université. Et ils disaient vraiment que des bêtises. Moi, 19 ans quand même. Hein. J'étais, non, pas du tout. C'est très simple. Soit il va y avoir une inflation énorme, ou alors la chômage. Et ils étaient toujours, oh, Saskia, s'il te plaît. Et moi, je disais, mais vraiment, je prenais ma serviette, je faisais les graphiques et toutes les formules. Et vraiment, plus jamais invitée. Et là, vraiment, j'ai compris que c'était pas dans ma place d'être soit intelligente, soit avoir une personnalité. Et ça, c'était terrible. C'était terrible. Et c'est pour ça qu'en fait, que j'ai voulu aussi que Chloé, qu'elle vit dans ce milieu de jet-set, parce que c'est un milieu où toutes les règles sociales sont très fortes. Et je pense que ça, c'est quelque chose, d'abord, quelque part, on le vit un peu tout. On a toujours notre mère, notre père qui veut qu'on soit comme ci, comme ça, nos collègues, nos amis. Et je pense que c'est très difficile, vraiment, de rester soi-même. Et je pense que plus qu'on est soi-même, plus qu'on est heureux. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre l'ultime exemple du... Enfin, c'est pas romancé, hein. En gros, c'est les femmes dans le milieu de la jet set, c'est sois belle, tais-toi, il va acheter des sacs dont on ne signera pas la marque, quoi. En gros, c'est ça, quoi. De ce que j'ai vu, hein, je suis sûre qu'il y en a des autres aussi, mais je ne les ai pas rencontrés. En tout cas, c'est pas ce que vous dites dans votre livre. Alors, il y a Christine qui a lu votre livre. Et Christine, bonjour Christine. Bonjour. Alors, vous avez été amusée et intéressée par le livre de Saskia. Quelle question vous avez envie de lui poser? Oui, alors vraiment très amusée et puis à la fois touchée. Vous avez dans ce livre des passages extrêmement touchants et avec d'une grande véracité où vous parlez de la relation entre les personnes, etc., ce qui vous a manqué, etc. Mais alors, je dois vous dire que votre petite Chloé, et si c'est vous, je m'excuse à l'avance,
Pas entièrement moi, hein, ça va. Ah, j'espère. Parce qu'alors, cette charmante Chloé a un léger problème quand même avec, par exemple, tout ce qui est bancaire. Lorsque son banquier l'appelle pour lui parler d'un découvert, elle pense que c'est un nouveau produit financier. Alors, les gens dans la jet set sont peut-être très riches et assez peu malins, mais je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas. Mais êtes-vous à ce point naïve, Saskia? Non, heureusement. Non, mais c'est sûr que, parce que ça aussi, j'ai vraiment un peu voulu aussi travailler sur l'humour, et j'ai adoré l'idée d'une fille qui a 29 ans, 28 ans, qui est un adulte, mais qui ne connaît rien du tout de la vie. Moi, j'adore le fait que quelqu'un à 28 ans va chez une agence d'NPE pour aller chercher du travail, et qui va dire, bon, si vous travaillez bien pour moi, vous me représentez en exclusivité. Mais c'est juste parce que ça me fait marrer, parce que surtout avec les livres, pour moi, bon, c'est sûr que je suis super dans l'autodérision sur moi-même, sur toutes les choses qui me passent dans la tête. Je pense que pour beaucoup de jeunes femmes, mais aussi j'avais envie de me marrer. Parce que bon, surtout, il ne faut pas le prendre trop au sérieux, parce que c'est des problèmes de luxe quand même. Il y a des scènes assez croustillantes d'ailleurs dans le monde du travail, puisque, sans dévoiler la fin de votre livre, Chloé décide de quitter le monde de la jet set et d'aller enfin travailler. C'est pour ça qu'elle rencontre justement la NPE, cette agence de placement dont elle veut qu'elle la représente en exclusivité. Et après, il y a le monde du travail, c'est assez amusant, et je vous conseille de lire le livre de Saskia Musquer. Alors, à vos côtés, il y a Maryse Vaillant. Maryse Vaillant, vous êtes psychologue et vous venez de publier, et rien que dans le titre, c'est déjà tout un symbole, Il m'a tué, aux éditions de La Martinière. C'est un livre où vous racontez, entre autres, les relations très, très spéciales que vous avez entretenues avec votre maman, des relations de haine, vous employez ce mot. Quel était le comportement de votre maman à votre égard pour que vous en arriviez là, à cette haine envers elle? Elle m'aimait. Et c'est ça qui déclenche la haine? Elle avait sa façon à elle de m'aimer. Quelle façon? Moi, j'étais terrorisée par elle. En sa présence, je ne pouvais pas respirer. Aussi longtemps que je me souvienne, dès qu'elle était là, j'étais complètement tétanisée. Et pourtant, elle était toujours près de moi. Elle venait la nuit dans mon lit, elle ne me quittait pas, elle était toujours... Il n'y avait pas une seule seconde sans qu'elle me regarde. Elle m'adorait, j'étais le centre de son existence. Et moi, j'avais toujours peur. Elle voulait que je devienne quelqu'un d'important. Elle avait remis sur moi tous ses espoirs. J'étais vraiment la prunelle de ses yeux. Et dès que je la voyais, je ne pouvais plus respirer. Quelle pression! Oui, c'était une pression énorme. Alors, il y avait tout un contexte, bien évidemment. Oui, parce que vous avez un contexte familial très, très particulier. Hein. La mère de ma mère a été retrouvée pendue, et c'était une pendaison mystérieuse. Et ma mère s'est occupée de sa mère qu'elle haïssait. Elle avait très très peur, elle avait été terrorisée par sa mère. Elle m'a donné le prénom de sa mère, je m'appelle Marie, comme ma grand-mère qu'on a retrouvée à son crochet. Et dans ma toute jeune enfance, ma mère me racontait des histoires d'enfants qui étaient mordus par des rats, d'histoires d'ogres qui dévoraient des enfants. Ça se mêlait dans mes souvenirs avec des squelettes qui revenaient dans des wagons avec des pyjamas rayés. Dans mon enfance, il y avait toujours des barbelés, des miradors. Voilà, c'était l'univers dans lequel... L'histoire de camp, en fait. C'était l'histoire de ma génération. De votre génération. J'ai toujours eu le sentiment que j'étais née à une époque où les gens n'étaient plus humains. Alors, elle a eu une emprise psychologique terrible sur vous, avec ces histoires d'ogres qu'elle vous racontait, et aussi les histoires par rapport à votre propre famille qui entraîneraient une répétition. Pour résumer, votre grand-mère a été retrouvée pendue, elle a accusé son frère de l'avoir pendue, elle vous a maintenu dans cette idée-là. Ensuite, elle vous a fait comprendre que votre papa était en train de l'empoisonner, alors que ce n'était pas vrai. Elle vous a écrit une lettre. Il y a même une autopsie post-mortem, évidemment, pour bien prouver que votre papa l'avait empoisonné, ce qui n'était pas vrai. Donc, c'est quand même des choses qui ont été extrêmement dures, qu'on ne raconte pas théoriquement à une petite fille. C'est ça qui vous a vraiment bouleversé? Elle me racontait tout. Un des souvenirs énormes, c'est lorsqu'elle a accouché de ma sœur. Alors qu'elle accouchait dans un village, elle accouchait dans la douleur, l'enfant se présentait mal, c'était d'une violence absolue, et elle hurlait, elle criait, Maryse, Maryse, Maryse. Voilà. Et moi j'avais 2 ans et demi, et j'étais une petite fille de 2 ans et demi que sa mère appelle alors qu'elle se croit en train de mourir, et j'y suis allée. Et ma mère vivait au milieu des monstres, ma mère était folle. Elle vivait au milieu des monstres, des sorcières, elle vivait dans l'angoisse absolue. Elle avait toujours peur de mourir, elle avait toutes les maladies possibles. Et la seule chose
qui la tenait en vie, c'était moi. Et moi, toute petite fille et ensuite grande fille, j'avais cette responsabilité-là. Il fallait que je sois vivante pour elle. Mais c'est pas facile justement de se sortir de l'emprise de sa maman quand on vous raconte des histoires depuis toute petite. Comment vous avez fait pour vous, non seulement vous sortir de ce lien, mais pour le traduire en termes de haine? D'ailleurs, c'est très rare que dans la littérature, on dise, enfin Bazin l'a fait, mais qu'on dise qu'on déteste sa mère, qu'on la hait et qu'on est soulagé à sa mort. Comment vous avez fait pour en arriver là? Ma chance, c'est que lorsque j'étais petite, on m'a mis en pension et on m'a oubliée. Mes parents m'ont oubliée. Donc je suis restée plus d'1 an complètement persuadée que je ne les reverrais jamais. Et puis ensuite, comme ma mère était très malade, elle avait beaucoup d'hospitalisations. Et chaque fois qu'elle était hospitalisée, on me laissait chez mes grands-parents. Donc j'ai connu un autre univers. J'ai connu un univers dans lequel on laissait vivre les enfants. On n'était pas tout le temps en train de les harceler. Et j'ai connu un univers dans lequel on me laissait tranquille. On me laissait rêver, on me laissait penser, on me laissait avoir un monde à l'intérieur de moi. Lorsque j'étais chez ma mère, je n'avais pas de monde à moi. Elle habitait dans ma tête. Elle voulait habiter dans ma tête, elle voulait habiter dans mon corps. Et un jour, quand j'ai eu 13 ans, il s'est passé quelque chose de terrible, une scène terrible. Elle a découvert mon journal, que j'avais pourtant bien planqué. Elle l'a trouvé et elle m'a corrigé toutes mes fautes d'orthographe en rouge. Elle n'a pas fait un seul commentaire sur les sentiments qui n'étaient... C'était moche ce que j'écrivais. Je voulais certainement pas les voir. Je parlais d'elle. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu le sentiment de décoller. Il m'est arrivé une force énorme et j'ai décidé de la haïr. Sortir de ce lien. Et je me suis entraînée quotidiennement ensuite à la haïr. C'est terrible de dire ça. Vous savez, j'ai fait une analyse, j'ai fait une psychanalyse, je suis psychologue, j'ai une formation analytique, j'ai passé toute ma vie à m'occuper des enfants en tant que psychologue. C'est un signe aussi votre métier, je suppose, c'est pas venu par hasard. Bien évidemment, mais j'ai donc fait tout un chemin. Et si aujourd'hui j'écris un livre dans lequel je dis « J'ai haï ma mère à en crever, je me suis détestée de la haïr, mais si je ne l'avais pas haï, je serais morte ». J'ai fait bien sûr moi aussi une tentative de suicide. Que vous avez d'ailleurs... que je raconte dans le livre. Puisque... Anecdote amusante, entre guillemets, au lieu de vous suicider, entre guillemets, vous avez demandé à votre copain de fac à l'époque de le faire pour vous. Ce qui était un peu le signe de la répétition de votre grand-mère qui... Enfin bon... J'ai fait comme vous faisiez de la répétition. J'ai fait pareil, mais je ne le savais pas. J'avais 20 ans et je ne savais pas qu'en me faisant tuer, d'où le titre du livre, il m'a tué 3 générations de femmes, où une femme, en mourant, fait en sorte que son corps, son cadavre, accuse quelqu'un. Et mon cadavre, si je n'avais survécu, aurait accusé l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, à qui j'avais demandé de me tuer. Mais ce chemin-là, j'ai tellement travaillé avec des gens, avec des parents, avec des enfants. C'est tellement difficile de comprendre la haine pour sa mère. On est tellement travaillé par l'amour nécessaire. Sont tellement malheureux les gens qui n'ont pas été assez aimés que j'ai vraiment voulu écrire ce que ça pouvait être de passer toute sa vie sans jamais pouvoir prononcer le mot « maman ». Vous l'appeliez Je l'appelais par son prénom, je l'appelais Geneviève. J'avais des périphrases. Je ne pouvais même pas le penser, je ne pouvais pas le dire. C'est sur un divan, pendant mon analyse, qu'un jour j'ai pu prononcer le mot maman. J'ai chialé pendant 3/4 d'heure. La séance d'après, j'ai à nouveau chialé pendant 3/4 d'heure. Et je ne pouvais prononcer ce mot-là que dans l'analyse. Et si j'ai réussi à l'écrire, c'est à la fin de ce livre. Un livre que je n'ai écrit. Quand j'ai écrit le livre, j'ai réalisé que j'avais 58 ans. Exactement l'âge qu'avait ma grand-mère lorsqu'on l'a retrouvée pendue. L'histoire C'était vraiment une répétition, un rendez-vous. Et à la fin du livre, j'ai écrit le mot « maman ». J'ai écrit « Je veux te dire, maman, que j'ai une belle vie et que maintenant, pour moi, tout va bien ». Alors, vous nous direz dans quelques instants quel rapport... plutôt quel sentiment vous avez aujourd'hui pour votre maman, si vous la haïssez toujours. Mais quelqu'un a lu votre livre dans le public, c'est Angélique. Oui, Angélique. Bonjour Angélique. Qu'est-ce qui vous a, vous, marqué dans ce livre qui est très, très bouleversant? Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses, une histoire très lourde, familiale. Et alors, ce qui m'a frappée, c'est... je sais pas si mon temps... Oui, ça marche. Ce qui m'a frappée, c'est... Alors, vous êtes la seule personne à savoir que votre mère va mourir, qu'il lui reste peu de temps à vivre. Et vous le dites à personne, et en plus vous la laissez mourir seule. Elle passe enfin ces dernières fêtes de Noël seule. Est-ce que c'est une vengeance de votre part? J'aurais jamais imaginé que ça pouvait être une vengeance lorsque je l'ai vécu. Le chirurgien m'ayant dit à moi et à moi seule que ma mère allait mourir, d'abord je ne l'ai pas cru. J'étais persuadée qu'elle ne pouvait pas mourir.
Qu'elle soit mortelle, ce n'était pas pensable. Donc je n'ai dit à personne. Et effectivement, elle est morte seule. J'en porte l'entière responsabilité, l'entière culpabilité. Surtout que la seule personne qu'elle aurait voulu avoir à son chevet, bien sûr, c'était moi. C'était une vengeance, ça peut se ressembler à une vengeance. Sauf que je crois qu'il y a une autre explication possible. C'est que j'étais la seule à être dans le secret. Et le problème avec les secrets, c'est que les secrets nous tiennent. Et je me suis trouvée dans la même situation que ma mère, devoir cacher la mort de sa mère. Elle avait caché les raisons de la mort de sa mère. Et moi, j'ai caché. Son suicide, hein. Et j'ai caché à ma mère elle-même qu'elle allait mourir. Aujourd'hui, vous la haïssez toujours, votre maman? Non, j'ai de la tendresse. Aujourd'hui, mais alors, c'est fou, hein, c'est ce livre-là qui m'a permis... J'ai enfin de la tendresse pour elle, à une condition, c'est qu'elle reste morte. Qu'elle ne revienne pas. Si elle revenait, je crois que je ne serais pas de force. J'espère en tout cas que si des lectrices ou des téléspectatrices se sentent concernées par votre histoire, elles liront votre livre et que ça les aidera justement peut-être à dire enfin des mots sur des choses qu'on ne veut pas s'avouer et qui sont tabous, ne pas aimer et même haïr sa maman. Ouais. On va revenir à Catherine Cusset. Vous venez donc de publier Confession d'une radine aux éditions Gallimard. C'est un livre donc autobiographique. C'est votre vie avec plein d'exemples. Vous dévoyez sans aucune pudeur et avec d'ailleurs beaucoup d'humour le rapport que vous avez à l'argent. Et on peut dire cette radinerie maladive qui vous a poussé à voler. Quelles sont les pires choses que vous ayez faites par radinerie? Parce qu'il y en a dans votre bouquin. Hein. Mais je crois que c'est peut-être le vol, mais même pas celui du livre dans la librairie dont je parlais tout à l'heure, enfin, qui est pour achever l'histoire, effectivement. Malgré ma prudence, j'ai décollé une étiquette, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis dit mais non, je vais certainement pas me faire prendre. Et je suis passée les barres ont sonné, ça a été... Mais je crois que le pire pour moi, c'est un autre moment que je raconte, beaucoup plus jeune en fait, où j'ai gardé des enfants quand j'avais 15 ans et je suis tombée amoureuse de la mère, qui était une psychanalyste d'ailleurs. Mais tombée amoureuse comme on tombe amoureux à 15 ans, enfin vraiment avec une adoration totale de cette femme. J'avais qu'un désir, c'était d'être près d'elle, de la voir, de l'entendre. Une adoration. Et puis l'été s'est achevé, j'étais jeune fille au père, je suis rentrée à Paris. Et elle m'a téléphoné un jour pour me demander de venir garder ses enfants à Paris. Et vraiment, la revoir, c'était le bonheur. Donc je vais là-bas, je suis dans l'appartement où elle habite et j'ai un peu un regard de voyeux. Je vois où elle vit, sa chambre, son salon. Enfin, je suis dans un bonheur total d'être là avec ses enfants. Et sur le bureau, dans sa chambre, j'ai vu un billet de 100 francs. Non. Et il était posé, vous voyez, entre une lampe et un livre, comme ça. Et... c'est terrible, hein, parce que chez le radin, comment dire, c'est pas la kleptomanie maladive, c'est pas que je l'ai vu. J'ai réfléchi, j'ai pensé, bon, il est posé là. Pour poser l'argent comme ça, un peu au hasard, il faut pas y faire attention. Alors, elle va pas se rappeler, et puis n'importe qui pourrait l'avoir pris. Enfin, j'ai eu une petite pensée comme ça. En tout cas, j'ai pas pu résister. Et pourtant, vous aimiez cette femme. Voilà. Et j'ai pris le billet de 100 francs. Et donc, j'ai un peu doublé mon salaire de babysitteuse. Et le soir, elle est donc rentrée et elle m'a dit... est-ce que tu as vu un billet de 100 francs posé sur le bureau? Et j'ai dit non. Et tout était dit. Tout était dit. Parce que je pense qu'on ne peut pas mentir de toute façon, c'est pas possible. Et j'ai perdu, avoué, hein. Je ne l'ai jamais revu. Elle ne m'a jamais redemandé de... Là, elle va le savoir. Donc, si elle a lu votre livre, elle va savoir que c'était vous le billet elle l'a su à ce moment-là, de 100 francs, ainsi que tous les autres larcins que vous avez commis, parce que vous en avez fait aussi, vous avez commencé tôt. Hein. Oui, mais bon, je pense que là, beaucoup d'enfants volent, hein, c'est pas une chose... Et vous voliez pas pour le plaisir de voler, mais par radinerie. Oui, c'est bien. J'essaie d'analyser ça. Je déteste le frisson de la peur. Je déteste, enfin, encore, je ne sais pas, peut-être que c'est ça qui me faisait voler, c'est peut-être la peur. Mais racontez-nous ce que vous voliez quand vous étiez gamine. Beaucoup de bonbons, du chocolat, des crayons. J'aimais bien tout ce qui remplit la trousse, les tailles crayons, les crayons. Je volais des jouets. Voilà. Je volais, pas d'ordinateur, je volais des jouets pour mes frères. Tout ce qu'on ne m'avait pas acheté quand j'étais petite, les petites choses de supermarché dans des petits emballages plastiques, tout ce qui me paraissait très, très enviable. Pour leur offrir, donc il me semblait qu'ils étaient plus heureux d'avoir ces choses-là. Et pourtant, vous auriez pu économiser des sous pour l'acheter normalement. Ah oui, d'ailleurs j'économisais des sous aussi à côté. Ah oui. Mais c'était toujours... Vous disiez que c'était toujours ça de gagner?
c'est ça? Oui, enfin très longtemps, parce que je raconte comment finalement, après le vol dans la librairie, qui a été une humiliation totale, je n'ai plus jamais volé. Vraiment, là maintenant, j'ai trop peur pour voler, c'est trop humiliant. Puis maintenant, vous êtes très très connu connu aussi. Dans un supermarché, peut-être pas à l'heure actuelle, mais encore, il m'est arrivé souvent de glisser dans ma poche un oignon. Un oignon? Non, mais ça coûte rien, un oignon. Une gousse d'ail. Avec la pensée, oui, ça fait 25 centimes d'économie. C'est pas vrai, à ce point-là. Et pourtant, là aussi, vous avez de l'argent et vous pouvez vous payer très largement 3 kilos d'oignons. Mais il y a un plaisir de l'économie. En fait, le radin, il jouit d'économiser. Voilà. Il y a un côté absurde, vous savez, dans la radinerie, parce que vous allez faire des soldes, vous allez acheter 10 habits pas chers du tout, que vous mettrez jamais, et au lieu d'aller vous offrir la belle chose qui vous rendra plus belle, quoi. Donc c'est un côté complètement irrationnel. Alors, puisque vous parlez d'être la plus belle, il y a plein d'exemples dans votre livre, c'est très très amusant, et il y a naturellement le jour de votre mariage. Oui. Racontez-nous un petit peu. Mais en fait, oui, ma radinerie, bon, vous savez, la radinerie, elle a deux faces, quoi. Il y a ceux, d'ailleurs, les gens qui ont réagi à ce livre, ils m'ont dit, mais moi, je ne peux pas dépenser pour moi, mais je peux dépenser pour les autres. Et ceux qui me disent au contraire, je peux dépenser pour moi, mais pas pour les autres. Bon. Moi, j'ai du mal à dépenser pour moi. Et pour les autres, j'achète beaucoup, mais pas cher, en général. Bon, je trouve des bonnes affaires. Mais pour moi, j'ai vraiment du mal. Et alors, la robe de mariée, alors là, mon instinct de radinerie, vraiment, c'était atroce. Une robe de mariée, vous allez dans un magasin, vous avez un bout de tissu blanc et ça vaut 10 000 balles parce que c'est une robe de mariée. Donc c'était insupportable pour moi et elle m'était offerte, la robe de mariée. Donc j'avais même pas besoin de la payer. Elle m'était offerte par ma grand-mère. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et donc j'ai trouvé dans pas cher une adresse d'une dame qui habitait dans un appartement au Palais Royal et qui avait une collection de robes de mariée. Et je suis allée chez elle, mais un bonheur pour une radine. Il y avait toute une pièce remplie de robes de mariée, par terre. Qui avait déjà appartenu à des gens. Voilà, bien sûr, qui étaient un peu déchirées. Ça se fait pas normalement, vous savez. Et moi, j'étais ravie, j'en ai essayé plein. Bon, j'en ai trouvé une qui m'a eu l'air à peu près correcte. Elle m'a aussi trouvé une espèce de voile, des boucles d'oreilles en plastique, toutes sortes de choses très jolies. Et j'étais ravie, c'était comme un déguisement, parce que bon, vraiment, je me suis mariée par amour, mais vraiment, je ne pouvais pas. Enfin, je dépensais beaucoup d'argent dans cette robe-là. Et ça vous a coûté pas très cher, finalement. Et mes parents étaient un peu inquiets quand même, donc ils sont venus voir la chose. Et effectivement, juste avant le mariage, je me suis aperçue qu'elle n'était pas tout à fait à ma taille, la robe. Donc elle faisait des plis dans le dos, parce que j'étais un peu trop grosse pour la robe. Et je suis allée voir un retoucheur qui a dit non, on ne pouvait absolument pas la toucher, il n'y avait rien à faire, il fallait maigrir, mais je ne pouvais pas maigrir. Et c'est vrai que j'ai eu un peu une vision des sueurs froides à l'idée qu'il y avait des gens qui allaient venir d'Amérique, de tous les coins de la terre dans ce petit village breton, qui allaient me voir de dos à l'église et qui allaient voir cette robe avec ses plis. Et donc voir cette robe bon marché, cette mariée bon marché. Bah écoutez, j'ai survécu. Hein, oui, comme quoi. Alors il y a plein d'autres anecdotes également. Naturellement, il y a le restaurant aussi, pour payer l'addition, restaurant. Comment ça se passait ou comment ça se passe encore? Alors ça, c'est une des choses que j'ai eu bien du mal à avouer. Vous savez, parce que dans les Confessions d'une radine, je dis finalement toutes les pensées qui nous traversent la tête, mais qui nous traversent la tête, pas à tous, mais à beaucoup d'entre nous. Sans oser l'avouer et l'écrire. Et qu'on n'avoue pas parce que c'est horrible la radinerie, c'est mesquin, c'est nul. Et donc, en particulier, je raconte cette scène où un jour, je vais au restaurant avec des amis, et mon petit frère d'ailleurs, et où, dès le début du repas, je me dis, ça y est, ils vont commander des steaks et des entrées. Enfin, bref, il y en a marre pour $50 par personne. Et moi, à l'époque, je n'avais pas énormément d'argent. Il faut dire aussi que ça joue quand même souvent un rôle dans la radinerie quand on n'a pas envie de dépenser. Mais en plus, même, je n'aimais pas l'idée de devoir partager une addition. Alors j'ai commandé juste une salade. Il y en avait pour $10. Et en même temps, je me suis dit, dès le début, bon, je vais me raisonner. On va partager l'addition. D'ailleurs, j'ai pris un Kir Royal en me disant au moins que j'ai un plaisir quand même, puisqu'on va partager l'addition. Et je ne bois pas de vin. Et puis, j'ai commencé à me raisonner, à me dire, bon, on va partager l'addition, ça va me coûter $40 ou $50, 20 ou dollars de plus que ce qui était prévu, ou $10 de plus. C'est pas grave, je vais y arriver, je ne veux pas avoir l'air d'une radine. Surtout qu'il y a mon petit frère qui pensait que j'étais radine, et sa copine aussi, donc je ne veux pas avoir l'air d'une radine. Et pendant tout le repas, j'y ai pensé comme ça, et l'addition est arrivée. Et effectivement, c'était à peu près ce que j'avais calculé. Il y en avait pour 40, 45 $ par personne. Et je n'ai pas réussi. C'est là vraiment, vous voyez que la radinerie, c'est un instinct. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait les comptes? Non, j'ai sorti $30. Moi, j'en avais pour 15 ou 18. Et j'ai dit, je pense que ça suffit pour moi. C'était implicite, ça voulait dire, bon, moi, j'ai mangé pour beaucoup moins et bu pour beaucoup moins. Et tout le monde à la table a dit, mais bien sûr, et surtout l'ami de mon frère, mais évidemment, nous, on a bu et pas toi, mais évidemment. Et c'était horrible, parce que j'avais complètement raté. C'est-à-dire que pour $10 de moins, j'ai eu l'air d'une radine. C'est très difficile d'avouer d'ailleurs qu'on est radin. C'est mon choix, on a fait beaucoup d'émissions sur ce thème-là, mais aucun invité n'a jamais avoué qu'il était radin. Le terme d'ailleurs est difficile, on a l'impression que ça écorche un peu les gens. Tout le monde dit économe. Fiona, si vous aviez été radine, vous auriez pu l'avouer, l'écrire dans un livre, vous en vanter en quelque sorte?
Oh, bah, je pense, vu ce que j'ai avoué dans mon autobiographie, oui, je pense. Il n'y a pas d'échelle. En plus, c'est un moyen d'enlever la honte, je trouve, d'avouer les choses. Alors, Catherine, vous vous dites que vous êtes radine, mais que vous aimez l'argent. Et vous aimez bien d'ailleurs les hommes qui ont de l'argent. Oui, c'est pas pareil. J'aime la largesse. C'est pas que j'aime l'argent. Chez les autres. J'aime la largesse. Mais je l'aime chez moi aussi. Hein. Tout ce livre, je l'ai écrit parce que je n'aime pas la radinerie, en fait. Hein. Donc, je l'ai écrit sur quelque chose en moi que je n'aime pas. C'est ça le point de départ du livre. Que j'ai eu du mal à identifier. Il y avait quelque chose en moi. Et en plus, la radinerie, c'est pas uniquement le rapport à l'argent, c'est aussi le rapport aux autres. C'est tout ce qui crée la distance. Quelqu'un vous demande un service et tout de suite vous rétractez avant même de savoir quel est le service. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir. Il y a quelque chose qui, dans le rapport à l'autre, se ferme. Et c'est ça que j'appelle radinerie. C'est une façon de dire non comme ça, systématiquement, de se méfier, d'avoir peur de se faire avoir. Et alors, ces hommes qui avaient de l'argent. Par contre, moi, évidemment, mon désir, j'ai jamais désiré un radin. C'est quelque chose que je déteste, la radinerie. J'aime les hommes qui savent donner, les hommes larges, généreux, qui comptent pas, évidemment. Et ça ne vous écorche pas, justement, si votre mari n'est pas radin et qu'il est plutôt large avec l'argent, ça ne vous écorche pas quand vous voyez les billets défiler et vous ne dites pas « Oh là là, viens là, toi ». Déjà, si j'ai pris conscience de ma radinerie, c'est aussi parce que mon mari n'est pas radin et que donc chez lui, il y a une... Voilà, il sait donner un pourboire généreux, il sait donner l'argent. Et d'ailleurs, donner, c'est toujours un bon investissement quelque part. Donc, il sait donner beaucoup plus facilement que moi. Et en même temps, il n'est pas non plus, je le dis dans le livre, c'est pas quelqu'un qui, un réveillon dans un restaurant, me fera prendre la bouteille de champagne qui, pour le soir du réveillon, coûtera 300 €. Enfin, non, il fera pas ça. Et j'aimerais l'homme qui m'offre la bouteille, enfin, j'aimerais qu'on m'offre la bouteille à 300 €, mais ça ne pourrait pas être mon mari. Parce que je pense que je n'aurais pas épousé cet homme-là. Vous dites aussi que votre livre, c'est une vraie catastrophe aujourd'hui pour votre portefeuille. Pourquoi ? Vous savez, alors là, quand on porte l'étiquette de radine sur son front, la seule façon d'y faire face, c'est d'arriver partout avec la meilleure bouteille de champagne, les plus belles fleurs, les plus beaux cadeaux. Compensé. Les gens disent « Ah, mais alors, c'est pas du tout autobiographique ton livre !» Parce qu'en fait, les gens, c'est très simple, ils réagissent comme ça. Oui, je crois que c'est une façon de... Et puis, c'est pas seulement pour faire face au livre, c'est aussi parce que j'aime pas la radinerie et que oui, je lutte contre. Oui. Ça va, vous vous en sortez ? Oui, enfin... Vous êtes en cours d'apprentissage. Voilà. Alors, dans le public, il y a Hélène qui a lu votre livre. Et Hélène, bonjour Hélène. C'est vous ? Vous avez un micro ? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu du livre de Catherine Cusset, qui est vraiment riche en anecdotes croustillantes sur sa radinerie ? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous ? Et quelles questions vous voulez poser ? Le chapitre sur les restaurants m'a beaucoup marqué. Et en fait... je me demandais en le lisant si vous aviez réfléchi au risque que vous preniez en écrivant cela par rapport à votre entourage, à vos amis qui maintenant vont décoder en fait tout votre comportement, vos gestes, vos regards, quand vous êtes au restaurant par exemple. Alors, pour vous dire la vérité, d'abord j'ai hésité à publier le livre parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Parce que c'est pas vrai qu'on se débarrasse, qu'on se libère. C'est vraiment, je m'expose avec ce livre et je l'ai écrit non pas pour me montrer comme radine, quelle idée d'aller faire ça, mais parce que je pense que c'est un sujet intéressant parce qu'on n'en parle pas. C'est quelque chose que je n'aime pas, qui je pense fait partie de la nature de beaucoup de gens. Et j'ai voulu dénoncer ça. Parce que je crois que la vie, on n'a qu'une vie. Elle est faite pour qu'on vive et qu'on en jouisse. Et donc, je crois que si on arrive à comprendre cette espèce de mouvement de fermeture qu'on a, on peut s'ouvrir. Bon. Alors du coup, j'ai dévoilé des tas de choses sur moi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je m'expose à toutes sortes de vannes, sans arrêt. Lesquelles ? Évidemment, je vais payer parce que alors toi, tiens, on va partager exactement, enfin sans arrêt. Ceci dit, ça vous arrange maintenant. Non, parce qu'en fait, c'est comme pour les cadeaux, la seule façon de faire face, c'est de poser la carte sur la table et de dire, mais non, écoute, je t'en prie, enfin, et donc d'inviter. Et pour l'instant, c'est un peu ma politique, mais c'est une façon, oui, de compenser le livre, quoi, mais ça va pas durer non plus, parce que les amis, ils sont là, ils changent pas, l'amitié, elle est pas. Mais c'est vrai qu'il y a une exposition qui me dérange un peu. Parce que c'est des choses qu'on n'avoue pas, qu'on ne montre pas. Maintenant, je suis étiquetée comme la radine, oui, c'est un fait. Marta Alexandra Balinska, vous êtes, vous, chercheure et musicienne, et vous venez donc de publier Retour à la vie, 15 ans d'anorexie aux éditions Odile Jacob. Vous avez été anorexique de l'âge de 13 ans à 28 ans. En quoi ces 15 années ont été une longue descente aux enfers ? Je crois que c'est une descente aux enfers, c'est une période extrêmement difficile parce que ça a commencé plutôt vers l'âge de 14, je dirais de 14 à 30, c'est important. Parce qu'on perd la jeunesse. On perd la jeunesse, on se sent vieux. À 14 ans ? Absolument. Les premiers symptômes ont été pour moi une grande fatigue, un grand froid qui habitait tout mon corps.
et le sentiment que je ne voyais déjà pas dans l'avenir. J'étais découragée par la vie qui m'attendait et c'était plutôt des sentiments, des sensations de dépression, de grande tristesse, de crises de pleurs quotidiennes qui ont jeté une ombre sur ma vie. Et à partir de là, ensuite est venue l'anorexie où j'étais tout de suite différente des autres. Je ne pouvais rien faire comme les autres. Pas comme déjà, je ne pouvais pas manger comme les autres. Vous mangez comment? Où? Je mangeais... Caché? Pas du tout, non. Je ne mangeais pas caché, mais je mangeais de moins en moins. Enfin, au départ, quand ça s'est déclenché, je n'avais pas vraiment conscience de cela. Puis petit à petit, l'engrenage a commencé. Mais quand j'exprimais ce qui était le plus difficile, c'était l'écart progressif qui se créait, qui me coupait du reste du monde, de mes contemporains, bien évidemment, mais même au sens plus large du reste du monde. C'est de se sentir isolé. Vous avez beaucoup maigri. Vous avez pesé jusqu'à combien? 26 kilos. 26 kilos pour combien de... Je fais à peu près 1,65 m. Oui, ce qui est très très peu. Vous aviez conscience à l'époque de frôler la mort? Bien sûr que j'avais conscience de cela, mais je frôlais la mort malgré moi. Je ne voulais pas mourir, mais je pense que souvent on pense qu'une personne qui souffre d'anorexie est dans le contrôle et que c'est un acte volontaire de ne pas manger, et que finalement si elle se forçait elle pourrait. Mais quand on atteint ces niveaux-là, on se sent contrôlé par une maladie qu'on ne peut plus gérer. Fiona, vous aussi, vous avez eu le sentiment à beaucoup de moments de frôler la mort? Oui, au dernier internement, oui. Quel sentiment ça vous procurait? Vous jouiez avec ça ou pas? C'est vrai que j'avais tendance à jouer avec mes limites. Et c'est vrai qu'il y a eu une phrase de ma belle-mère, elle me dit « Mais tu sais, si tu as envie de mourir, tu meurs, ça nous fera beaucoup de peine. » Mais... C'était un déclic? Ah, cette phrase, elle m'a trucidée, oui. Mais c'est vrai que ça m'a réveillée. Martha, à quel moment vous avez eu le déclic, vous, pour... D'abord, racontez-nous un petit peu l'hôpital psychiatrique, ça a été un enfer pour vous. J'ai été hospitalisée 2 fois, une première fois en France, donc peu après le déclenchement de ma maladie, à peu près 1 an. À quel âge? 16 ans. 16 ans. 16 ans, c'était un traitement qu'on considérait comme assez classique où, grosso modo, on enferme la patiente, on la coupe non seulement de son entourage, mais de tous les autres malades dans l'hôpital. Et elle n'a accès à la douche ou à un coup de téléphone ou à 10 minutes dans le parc que si elle prend X nombre de kilos. Ah, c'est un peu le chantage. C'est soi-disant un contrat, sauf qu'on n'est jamais présenté avec un contrat. C'est tu manges et tu vas te doucher, quoi, c'est ça, en gros? Voilà. Quel était le moment le plus difficile dans cet hôpital? Le moment le plus difficile, c'est comme j'ai dit en entrant, c'était le moment où j'ai cru que j'allais mourir et que j'avais personne dans mon entourage qui le savait, puisque mes parents étaient coupés de moi. Du reste? Voilà. Vous y êtes retourné une deuxième fois? Non, pas dans cet hôpital-là. Dans un autre 5 ans plus tard, en Angleterre, où il y avait une autre méthode de traitement où on mettait les jeunes filles anorexiques ensemble et c'était un chantage collectif, c'est-à-dire qu'aucune fille avait le droit de se lever de table tant que toutes les autres n'avaient pas mangé tout ce qu'il y avait dans l'assiette. Et je me suis dit, là, comme j'avais 21 ans, je suis partie en disant non, mieux vaut prendre le risque de mourir que de me trouver avec une étiquette psychiatrique, l'anorexique. Non, je ne voulais pas de ça. Alors, il y a quelqu'un dans le public qui a lu votre livre, vraiment, c'est Déborah. Déborah, où êtes-vous? Bonjour Déborah. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le livre de Martha? Moi, c'est à la fin du livre, j'ai du mal à comprendre un petit peu l'attirance que vous aviez pour un homme qui avait 90 ans, alors que vous n'aviez qu'une trentaine d'années. C'est vrai que là, je m'interroge un petit peu sur le pourquoi, du comment. Ce n'est pas une attirance que j'ai eue. Ce n'est pas une. Je raconte l'anecdote d'une rencontre avec un vieux monsieur, effectivement, de 92 ans, qui avait été chanteur, baryton assez célèbre, d'origine juive polonaise, comme moi-même, et que c'était une rencontre extraordinaire parce que cet homme croyait en moi et il explique en grande partie le fait que j'ai pu reprendre la musique alors que justement l'anorexie m'en avait éloignée. Et par toute l'histoire que je raconte, parce que l'histoire de mon anorexie est sur un arrière-fond d'une quête d'identité dans une famille d'origine polonaise, exilée par la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a toute cette recherche d'identité qui parcourt le livre. Donc je fais la rencontre d'un homme, effectivement, je m'étais dit, on aurait tous les deux 30 ans,
qu'est-ce que ça aurait pu être. Et je dis, mais quelque part, je raconte cette histoire parce que symboliquement, elle est belle. On s'est aimé comme on s'est aimé et qu'il a joué un rôle dans ma vie et qu'il m'a aidé de croire en moi. Alors Fiona Gélin, vous aussi, vous êtes exposée avec ce livre, un livre confession. Ça s'appelle Retour d'errance aux éditions Michel Lafon. C'est un récit donc autobiographique sur votre descente dans l'enfer de la drogue, de l'alcool et surtout, je dirais, des hôpitaux psychiatriques. Avec le recul, vous qui avez écrit ce bouquin pour vous en sortir en quelque sorte et pour le raconter, qu'est-ce qui vous a fait plonger, vous, cette jeune fille à la famille célèbre, avec un papa très beau, une maman très belle qui était mannequin chez un très grand couturier, une enfance dorée, vous étiez aimée, vous avez vécu dans des belles maisons, vous aviez des débuts prometteurs. Qu'est-ce qui vous a fait plonger dans cet enfer de la drogue? J'avais une grande timidité et un mal de vivre que j'ai eu vers 15-16 ans. Et donc ensuite, ça a été une grosse angoisse, une grosse timidité. Et avec l'alcool ou la toxicomanie, ça me désinhibait et voilà. Jusqu'où vous êtes allée dans cette longue descente aux enfers? Jusqu'où, c'est-à-dire vous êtes allé, il y a eu la drogue, il y a eu le RMI, vous avez été dans la rue oui, aussi. C'est vrai que le fait, quand on a une image de fêtarde ou de toxicomanie, donc j'ai pas travaillé pendant 10 ans, oui, j'étais au RMI, on me proposait des choses, mais des choses souvent déshabillées ou des rôles un peu désuets qui ne m'intéressaient pas. Vous n'êtes pas tendre d'ailleurs, puisqu'on parlait de confession sans pudeur, vous n'êtes pas tendre avec vous et avec d'ailleurs le milieu du cinéma, où vous employez des mots très crus à un moment, hein. Vous dites on me prenait comme un derrière en fait, hein, pour ne pas employer le mot que vous avez employé. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi l'image, c'est vrai qu'en plus je n'étais pas très gérable, j'en faisais un peu à ma tête, mais c'est vrai que quand je rencontrais des producteurs ou des metteurs en scène, au bout d'un moment, ils se rendaient compte que j'étais en fait une fille nature et plutôt sympathique. Ils me disaient, moi franchement, je déjeunais avec Fiona Gélin, on m'a dit, tu vas te la faire dans l'heure, ça va être très facile. Donc c'est vrai que j'avais cette image de fille facile, peut-être à cause des photos nues que j'avais faites, mais qui était totalement fausse. Donc de toute façon, comme j'étais exposée à une image qui n'était pas la bonne, le fait d'écrire ce livre, c'était une manière aussi de mettre les points sur les i et puis de, quelque sorte, de poser mes bagages et de passer à autre chose. Surtout. Pourquoi est-ce que vous avez continué à plonger? Vous auriez pu vous arrêter à un moment. Vous étiez quand même soutenue, il y avait votre frère, Xavier, qui vous aidait beaucoup. En fait, c'est vrai que c'est la mort de mon grand frère qui m'a donné le déclic. Pour vous en sortir? Pour m'en sortir. C'est vrai que je me suis rendu compte que mon frère était quelqu'un de très sain, est parti en 4 mois à la suite d'un cancer. Et je me suis dit, mais j'ai une santé, j'ai la chance d'avoir une bonne santé et je la fous en l'air. Je me suis dit, je vais me servir de cette santé que j'ai pour comprendre et aider les autres. Alors avant le déclic, il a fallu la mort de Xavier. Combien de temps à peu près? La période de cet enfer, de la drogue, de l'alcool et des hôpitaux ça a duré 15 ans. Et vous sentiez plongé? Non. Non, parce qu'à chaque fois que j'appelle vulgairement un pétage de plomb, c'est comme une sorte de crise de maniaco-dépressif, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand on se réveille dans la chambre de 10 mètres carrés avec la lucarne que tu es enfermée et après la piqûre de 24 heures. Parce que vous racontez aussi, avant l'hôpital psychiatrique, vous vous êtes retrouvée dans la rue. Oui, mais ça, c'est mes 10 jours d'errance. Dégueulasse, hein, vous étiez sale, pas lavée, vous avez fini chez les flics. On perd tout repère, on perd tout repère, on perd sa propre identité. Je ne savais même plus où j'habitais. Et oui, on perd tout, c'est ça qui est affreux. Comment les gens réagissent justement, parce que vous êtes quelqu'un de très connu, une famille connue, célèbre, comment les gens ont-ils réagi quand ils vous ont vu comme ça, errer dans la rue, pas propre, drogué Je pense que là, on ne me reconnaissait pas, là c'est clair. Et les gens fuient, ils ont peur. Donc vous êtes passé par la rue, et puis vous vous êtes retrouvé un jour dans un endroit qui s'appelle un hôpital psychiatrique. Comment est-ce que Fiona Gélin débarque dans un hôpital psychiatrique? Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Oui. Est-ce que le fait d'être connu, justement, Dieu merci, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. On a quand même la camisole de force, on est heureusement comme tout le monde. Hein. Vous disiez tout à l'heure, au début de l'émission, que c'était le moment qui avait été le plus difficile à révéler, dont vous aviez eu honte, on peut dire le mot. Mais j'ai eu honte très longtemps, j'ai plus honte depuis 2 ans. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a honte d'être allé à l'hôpital psychiatrique? Pas forcément l'hôpital psychiatrique, mais le fait d'avoir tout et tout foutre en l'air. J'avais honte par rapport à des gens qui ont des vraies vies difficiles. J'avais honte de ça, quoi. Et Marie-Thérèse qui a lu votre livre, elle a une question. Où est Marie-Thérèse? Bonjour Marie-Thérèse. Vous avez une question sur ce point précis, quelle est-elle? Oui, tout à fait. Ce que j'ai aimé dans votre livre, en fait, c'est le témoignage. Et puis le premier hôpital psychiatrique, où là,
j'ai eu le sentiment que vous en sortiez. Et puis très très vite, ça a été de nouveau une descente aux enfers, où là j'ai eu vraiment l'impression que ça allait très très vite. Deuxième hôpital psychiatrique, donc deuxième fois où vous avez été interné. Donc c'est ça en fait qui m'a beaucoup impressionnée, en fait, que ça puisse aller aussi vite. Et la question que j'ai à vous poser, est-ce que quelque part vous n'avez pas peur qu'il puisse y avoir une troisième fois? Non. Là, il n'y aura pas une troisième fois parce que j'ai fait une bonne psychothérapie. J'ai compris d'où venait le malaise. Et je vous dis, la mort de mon frère m'a complètement réveillée. Et le fait d'avoir un mari et le fait de me respecter, tout simplement. Et en fait, en plus, le fait de me respecter, je respecte les autres. Et c'est quand tu te respectes que tu peux aider les autres. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. À l'époque, vous ne vous respectiez pas? Non. Non. Je ne m'aimais pas. Vous aimiez pas? Qu'est-ce que vous vous reprochiez? À l'époque, le complexe, c'était la maigreur. J'étais vraiment une longue asperge comme ça. Le fait que j'étais nulle à l'école, je me trouvais inculte. J'ai toujours d'ailleurs ce problème-là. Et toujours, même encore maintenant, une grosse timidité. Sauf que maintenant, je la gère. J'essaye. Est-ce qu'avec le recul, maintenant que vous avez analysé votre parcours, vous disiez à Marie-Thérèse qu'il n'y aurait pas de troisième fois. Est-ce que vous avez envie parce que vous avez écrit aussi ce livre, je suppose, pour que ça serve. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes, peut-être, qui tombent dans la drogue? Est-ce qu'il y a un message quand on tombe dans cet enfer-là, ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est-à-dire que c'est tellement propre à sa propre personnalité. Je pense que le dialogue est très important. Le dialogue, je pense qu'il faut monter des vraies associations. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit aussi. Si on pouvait un peu changer la méthode dans les hôpitaux psychiatriques, j'en serais très heureuse. Je voudrais remercier tous nos invités qui sont venus aujourd'hui sur le plateau nous faire leurs confessions intimes sur leur vie, en espérant que ça non seulement amusera, intéressera et aidera peut-être nos téléspectatrices si elles se sentent concernées par le problème. Merci à Catherine Pucet, merci à Fiona Gélin, à Martha Alexandra Vaniska, à Maryse Vaillant et bien sûr à Zaskia Nouder. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.